Débat, analyse, commentaires, le grand forum de 11h30 à 13h sur Radio Pays. Tous les jours de la semaine, retrouvez le grand forum pour 1h30 de débat politique et les débats de société les plus importants de la Guyane. De 11h30 à 13h, Gilles Vernet est au cœur de l'actualité avec ses invités et les auditeurs au 05 94 25 76 25. Le grand forum pour comprendre et analyser toute la société guyanaise. S'installe tout doucement. Bonjour à tous, merci, bienvenue sur Radio Pays, le Facebook Live de Radio Pays également. On salue nos auditeurs sur Radio Pays avec un thème qui vous intéresse, puisqu'on a déjà reçu beaucoup de messages avant même que l'émission ne démarre. Explication concernant le masque en ce qui me concerne, on est des adultes, en ce qui me concerne, j'avais un problème de respiration ces derniers temps, donc si vous voulez qu'on fasse l'émission jusqu'au bout, j'ai enlevé mon masque aujourd'hui. Rudy, et toi? Oui, pareil. On est des adultes. Non, l'expression me plaît. C'est une question de survie. J'assume, hein, moi. Bon, moi, si le jeune de l'équipe. Bonjour tout le monde. Bonjour. Et David, bonjour, Comme il faut faire l'équilibre, je mets le masque. Mais je ne promets pas de garder toute l'émission. Donc, il faudrait que je boive un peu d'eau. Non, on a mis les distances. Oui. Alors, c'est vrai que on a beaucoup de remarques des fois, mais il y a les distances. Il y a le gel qu'on met régulièrement. Mais moi je suis clair, Rudy, voilà. Mais je suis clair. On est dans le grand forum. Quand je demande à mes invités d'être francs et clairs, moi je dis à nos auditeurs et aux internautes, j'avais un problème pour respirer, je préfère vivre, respirer, plutôt que de mettre un masque et de tomber en direct à l'antenne. Voilà, c'est tout. Les choses sont même claires. Même si ça ferait du buzz. Oui, mais on t'accuserait presque encore de faire du buzz. On fait pas de buzz sur la santé. La vraie question c'est, est-ce que là ça va? Ah oui, ça va, je respire bien. Très bien. Voilà, là ça va, je respire bien. Non, parce que c'est important pour aujourd'hui là que tu sois bien en forme et que tu respires bien, car le sujet est fortement important et sensible. Absolument, mes chers. Salut, bonjour Rudy déjà. Bonjour Rudy, comment ça va? Bonjour à tout le monde. Bonjour David. Bonjour Gilles. C'est un moment de détente qu'on apprécie le mercredi, effectivement, avec David Veldwacher, Rudy Stephenson. Élection territoriale de juin 2021. Mon Dieu, quel titre! Les clés du succès. Quel titre! Il fallait oser, on a osé. C'est ça, parce que on a l'impression que plus le temps avance, plus ça devient une question assez stressante, ce qui est peut-être logique. Mais David en parlait, ce sentiment que voilà, c'est encore une nouvelle élection et que ça doit appartenir qu'à certaines personnes, qu'aux concernés éventuellement qui se présenteront ou pas. Bref, non, nous on s'est dit pourquoi pas, on en parle en plus. Et je suis sûr qu'à la maison, beaucoup d'auditeurs et d'auditrices, en famille ou au travail aussi, en parlent. Absolument. On parle politique. Et ça reste quand même l'élection majeure pour la Guyane quand même. Absolument. Airdrop, refais-moi un airdrop s'il te plaît. Oui. David, alors, ce titre, fallait oser. Écoute, je crois que tous les jours, on se dit ici, quelle que soit l'émission, qu'il faut qu'aujourd'hui nous soyons acteurs au sein de notre vie, de notre belle Guyane, et que pour ceux qui se lancent là-dedans, on doit pouvoir les suivre, car c'est eux qui décident, et on les reproche souvent de ne pas prendre les bonnes décisions, de ne pas être présent là où il faut, de ne pas s'en occuper assez. Donc oui, les élections, quoi qu'on en dise, font partie de ce modèle
ce modèle sociétal que nous avons choisi, la République, a des élections. Nous sommes dans la République. Et la Guyane, quel que soit le chemin qu'on veut prendre, est encore concernée par les élections. Alors maintenant, les élus en place doivent faire ce qu'il faut. Ils sont eux-mêmes des fois contraints par le système, hein, mais ils doivent être là. Il faut qu'il y ait un capitaine à bord. Et c'est de ça dont on va parler pour là quand même la collectivité majeure. On parlera de son existence, de sa création. Oui, c'est ça. Absolument. On va démarrer depuis le départ. Et surtout ce qu'on attend d'elle. Alors, que les choses soient claires, parce qu'on aime bien aussi apporter un certain éclairage à nos auditeurs et qu'on soit d'une sorte d'honnêteté intellectuelle. Avant de parler de la création de la collectivité unique, on rappelle, hein, ça sera la première élection après sa création. C'est la deuxième élection. C'est la deuxième. Ce n'est que la deuxième. Ce n'est que la deuxième après sa création. Rudy Stephenson. Voilà, je t'appelle Rudy et ton nom, ton prénom, ton nom. Rudy Stephenson. Vous n'êtes pas candidat aux élections de la CTG. Je ne suis pas candidat tête de liste. Je ne mène aucune liste. Je ne suis pas en train de construire une liste pour aller à cette élection. Que les choses soient claires. Et je vais le redire parce que mais c'est bon après c'est pas trop grave. Non, mais au moins c'est dit là. Oui, et puis de toute façon, alors il faut être très clair aussi. Alors, je vais encore recommencer. C'est que de dire qu'on n'est pas candidat, on est candidat à quoi ou pas? C'est de ça dont on parle. Pour être candidat, on le verra. C'est une liste. Il y a des gens comme moi et d'autres personnes qui nous écoutent, qui demain, en un mois avant ou 2 mois avant, peuvent être sollicités et participent à l'élection, sont présents sur une liste, sur une des listes qui se présentera. Et quand elles seront donc candidates. Donc quand on vous dit je suis pas candidat et tout, comme moi je le dis aujourd'hui, c'est que je n'ai pas prévu d'être sur une liste. J'ai pas de sollicitation particulière déjà, d'une part. Je n'ai pas prévu d'être sur une liste. Et puis deuxième option, je n'ai moi pas prévu non plus de construire une liste et de la mener dans ces élections. Donc là, j'espère que c'est clair. Maintenant, je ne peux pas prédire non plus que je n'y serai pas du tout dans cette élection en tant que candidat, c'est-à-dire participant sur une liste. Hein. Parce que demain, oui, j'assume le fait que la politique, moi, c'est un peu quelque chose qui anime ma vie. J'ai des idées que je défends, que j'écris. Et si demain, oui, pourquoi pas, on me sollicite, je réfléchirai sérieusement, oui, bien sûr. Et c'est possible que pour le coup, tu me poses la question à ce moment-là, que je te dise, voilà, je serai candidat de telle manière. Voilà. Mais au moment où on parle, non. Très bien, ben voilà, que les choses soient claires. Et pour nos auditeurs également, parce que j'ai entendu dire que c'est la succursale des élections à Radio Pays. Jean-Marc Aimable était chroniqueur lorsqu'il était candidat officiellement pour Matoury. Il a arrêté d'être chroniqueur. Quant à Fabien Covis, c'est la même chose. Si demain il est officiellement candidat, il arrêtera son émission. Alors, de Fabien. C'est pour ça que je le dis à nos auditeurs. Est-ce que les choses m'autorises? On n'a pas prévu, effectivement, en toute vérité, chers auditeurs, on n'a pas prévu ça. Mais allons au bout de cette logique. Parce que moi, j'ai mon franc-parler. Je remercie Gilles de m'offrir l'opportunité aussi de m'exprimer comme je veux sur Radio Pays. C'est pas compliqué, hein. Au nom de quoi, s'il vous plaît, que quelqu'un me dise, le droit d'aller dans une élection doit être accaparé par un certain nombre. Au nom de quoi? Soit peut-être par des équipes qui sont déjà en place, qui gouvernent, hein, ça peut être une collectivité comme une commune, une mairie ou la CTG. Au nom de quoi? Je rappelle, et je suis le premier, Gilles, sur cette antenne, à expliquer la préciosité de notre liberté. Vous êtes libre, moi je suis libre, mais tous les Guyanais sont libres de s'intéresser à la vie politique en Guyane et sont libres de vouloir être candidat à une élection. Mais je veux dire, c'est une aberration de mettre une pression comme ça et de dire parce que ça ne doit pas se faire. Il y a des gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, et je termine là-dessus, je vais pas créer de polémique, mais on le voit depuis au moins 20 ans. Il y a des gens qui sont en place, des équipes qui sont en place. Qu'est-ce qui se passe? Ils font campagne. C'est pas compliqué. Depuis septembre 2020, il y a une réglementation par rapport à ces élections qui est déjà en place. Cette réglementation dit quoi? Elle dit que sur l'aspect de la communication, tout ça doit être cadré. Personne, aucun candidat ou futur candidat ou candidat déclaré en place en plus, qui est dans l'institution en question, n'a le droit de communiquer pour son intérêt ou pour sa promotion personnelle en tant que candidat. D'accord? Et pourtant, l'institution comme la CTG continue de communiquer.
est-ce que c'est réglementaire, ça c'est cadré, et demain quelqu'un veut être candidat, mais il a le droit de venir s'exprimer. Est-ce qu'il doit arrêter de travailler, par exemple là où il travaille, s'il ne met pas en cause les intérêts des missions qui lui sont confiées? Non. Demain, est-ce qu'on peut reprocher à Rodolphe Alexandre, je vais le citer parce que tout le monde a peur peut-être de parler du président de la CTG. Est-ce que aujourd'hui Rodolphe Alexandre a le droit de communiquer comme il le fait, et il communique peut-être pour certains beaucoup? Est-ce qu'il a le droit de communiquer comme il le fait ou pas? Il est président actuellement. Il sera a priori candidat puisqu'il le dit et il commence à le dire. C'est ça qui est important. Est-ce qu'il faut qu'il arrête? Est-ce qu'il faut qu'il arrête et qu'il disparaisse et qu'on n'entende plus du tout parler de lui, qu'il ne s'exprime plus, que par exemple, il vienne plus du tout rendre des comptes, par exemple, sur son action à la CTG. Tout ça, c'est cadré dans la loi française. Donc à un moment donné, il y a des débats, il faut arrêter, quoi. Hein. Il faut pas confisquer le droit des gens à vouloir s'intéresser à la politique. David, sur cette question, alors je demande aux auditeurs, qui sont déjà en attente. Non, on va pas prendre les auditeurs tout de suite. Donnez-nous une vingtaine de minutes. Parce qu'on doit développer quand même certaines choses. Donc, au revoir les auditeurs, à tout à l'heure. David. Tu as cité tout à l'heure Rudy Stephenson, prénom et nom, qui mettait déjà une certaine solennité, c'est cela? Oui, exact. Ouais. C'est avec beaucoup de passion que je vois que Rudy s'exprimait, et surtout sur ce fond où il veut défendre cette liberté. Absolument. Liberté d'expression que nous-mêmes, Radio Pays, nous devons maintenir, que nous faisons tout pour maintenir, et c'est d'ailleurs ce qui m'a amené les premières fois à l'antenne ici. Absolument. Donc je rejoins Rudy et je le remercie de rappeler que nous sommes tous libres d'agir pour notre pays de la façon dont on veut. La façon la plus logique dans une élection, c'est déjà au moins d'aller voter. Beaucoup l'oublient. Et je les incite à le faire, quelles que soient les raisons qu'on pourrait avoir, le motif, c'est tel candidat ou pas, il faut aller le faire. C'est important puisqu'après, critiquer ne sert à rien pour moi, je le dis haut et fort. Deuxièmement, effectivement, il a rappelé que pour être candidat, c'est être inscrit sur une liste ou préparer une liste ou se mettre à se faire solliciter. J'ai vu l'appel du pied de Rudy. Non, c'était la petite boutade. Mais en fait, il a raison. Ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça, effectivement. Il faut construire une liste. Et je crois que ces questions viennent toujours. Il est candidat ou il n'est pas candidat. Bon, viendra bien le moment. En tout cas, la date des dépôts des candidatures est fixée. Officiellement, la limite est là. Et à ce moment-là, officiellement, qu'il sera candidat ou pas. Parce qu'entre j'ai l'intention d'être candidat et je suis candidat. Oui, il y a un monde. Il y a un monde. Tu as raison de rappeler que à chaque fois que j'ai été en position, et je le dis clairement, parce que c'est le moment de vérité, mine de rien, c'était pas dans le programme pour nos auditeurs. Tu as quitté l'antenne. Oui, j'ai quitté et j'ai proposé à Gilles effectivement de faire des pauses et de sortir de l'antenne. Et c'est pas que pour les sujets politiques. Absolument. Souvenons-nous, il y a des sujets où professionnellement aussi, j'ai un cabinet conseil, j'interviens sur certains domaines volontairement. Et Gilles, ça s'est toujours bien passé. Absolument. J'explique à la direction de Radio Pays. Bon, voilà, il me semble plus juste de sortir de l'antenne maintenant. Demain, je serai candidat, si je le suis officiellement, sur une liste. Je ne pense vraiment, mais vraiment pas, chers auditeurs, construire une liste. J'en ai pas la capacité, je n'en ai pas les moyens. On va être clair. Je ne suis pas, moi, membre de parti, j'arrête pas de le répéter, j'ai pas d'équipe, d'accord? J'ai pas de gens qui me soutiennent, ou voilà. Donc, oublions ça. Mais demain, si demain, effectivement, comme Jean-Marc, ou comme Fabien, voilà, j'accepte une sollicitation comme tu dis. Évidemment, je serai le premier à dire à la station, à Radio Pays, bon, non, là aujourd'hui c'est plus possible parce que je ne serai pas peut-être objectif. Merci pour ces explications. Création de la collectivité unique, 24 janvier 2010, mon cher Rudy. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on parle bien de création. Absolument. 24 janvier 2010, c'est un épisode fameux qui revient souvent, mais sous l'angle de ce fameux choix entre deux articles de la Constitution française, 73-74. Mais il y a eu 2 référendums pendant le mois de janvier. 10 janvier. Et donc, voilà, il y a le 10 et le 24. Et donc, du coup, là, le 24 janvier, par contre, c'est la question qui est posée aux Guyanais, de savoir est-ce qu'ils sont d'accord pour la création d'une collectivité unique. Ça veut dire est-ce qu'ils sont d'accord pour que le conseil régional, le conseil général fusionnent et créent, du coup, à partir de cette fusion, que l'on crée une collectivité unique. Certains s'en souviennent. Il y a ce fameux référendum qui se joue, et je vais donner des chiffres
parce que je crois que c'est important. Nous, on aime les chiffres. Et à l'orée des chiffres, on a beaucoup plus d'éléments pour pouvoir réfléchir. Premièrement, il y a 67 528 inscrits au moment où cette question est posée à l'électorat guyanais. Il y a 49 009 personnes précisément qui s'abstiennent. Ça veut dire qu'ils ne vont pas voter. Je reprends, 67 528 personnes inscrites, 49 009 personnes précisément qui ne vont pas voter. Ça fait un taux de 72,58% d'abstention. À l'inverse, on peut dire donc que 9 914 personnes votent oui pour la création de ces collectivités. J'insiste sur les chiffres. Ensuite, une fois acté... Ça fait sourire David. Bien sûr, parce qu'on va y revenir. C'est pour ça que j'insiste, David le sait, on a travaillé ensemble aussi là-dessus. Absolument. On est donc parti, à partir de cette date, le 24 janvier, sur cette validation de création d'une collectivité unique. Et le débat qui suit, c'est un débat évidemment structurel mais important, c'est comment elle va être, la gouvernance de cet ensemble, nouvel ensemble, va être mise en place. La majorité de l'époque, tout ça se passe pas en 2010, ça va se passer en 2013. La majorité à l'époque propose, et c'est Rodolphe Alexandre, pour je vais être précis, cette majorité propose qu'il y ait effectivement une structuration comme la suivante. C'est un président, l'Assemblée, évidemment, des élus, un président, une commission permanente. C'est ça la gouvernance. C'est-à-dire comment on va gouverner un peu l'ensemble de cette technostructure. Voilà ce qui est proposé. Et puis en face, l'opposition propose, elle, on retrouve souvent les mêmes, dans cette opposition, il y avait effectivement MDES, on va dire la gauche guyanaise, si on peut dire ça comme ça. Bon, qui aujourd'hui se rassemble pratiquement dans ce qu'on appelle le front. Eh bien, propose, elle, une organisation qu'on appelle bicéphale. C'est-à-dire que dans la première, c'est monocéphale parce que c'est un seul président, mais dans la seconde proposition, soutenue par l'opposition, elle est bicéphale, cette gouvernance. Un président et un président exécutif. Donc, un président de l'Assemblée et un président de l'exécutif. Et les deux présidents, évidemment, gouvernent l'un au niveau de tout ce qui est proposé au niveau de l'Assemblée, puis l'autre pour mettre en opération les décisions de cette Assemblée. Voilà la gouvernance bicéphale. Et on a choisi... En 2013, le 6 mai particulièrement, forte d'une voix seulement, on choisit la solution monocéphale, celle qu'on connaît aujourd'hui. Un président, une Assemblée, un président, un exécutif. Et qui est lui-même exécutif, donc il est président et exécutif, et la commission permanente. Bon, ça, c'est 23 voix contre 22. Une voix d'écart seulement. Donc ça, c'est en 2013. On en arrive, là, c'est pour boucler un peu l'aspect création de la collectivité. Voilà comment tout démarre. Mais rappelons-nous que c'est bien un référendum. C'est-à-dire que la population était interrogée, les gens s'en souviennent, et qu'effectivement, seules 9 914 personnes ont dit « Ok, d'accord, on y va. On va faire cette collectivité unique. » C'est important. Donc, je m'arrête là pour l'instant, parce qu'après... 9 914 personnes. Sur combien de votants? Sur, précisément, combien d'inscrits? 67 528 Hallucinant. À l'époque. Hallucinant. Pour une collectivité, pour la collectivité majeure, pour le changement de plein de choses, en fait. Alors, à l'époque, se pose le... Et là, je vais laisser la parole à David. Avec du recul, c'est impressionnant comme chiffre. Oui, parce que... Impressionnant dans sa faiblesse, bien sûr. Évidemment, parce que si on finit avec les chiffres, on va finir avec les chiffres rapidement. La première élection pour la CTG, c'est 2015. En 2015, qu'est-ce qui se passe? On va donner des chiffres à nos auditeurs. Premier tour, 9 listes. 9. Ce qui est pas mal, beaucoup, ça fait beaucoup. C'est beaucoup de monde. 88 183 inscrits. L'abstention, 57,38%. Soit 50 598 personnes. Énorme. Donc sur 88 000, il y a plus de 50 000 personnes qui se déplacent pas. Ils vont pas voter. Donc les votants, du coup, ça représente moins de 40 000 personnes, 37 585. J'insiste, malgré les 9 listes. C'est-à-dire, ça aurait pu interpeller le pays. Voilà. Même pas. Donc on a une abstention qui est très forte. Très très forte. Donc ça c'est le premier tour. Deuxième tour, il y a 2 candidats et on verra plus tard que c'est normal, qu'il y en aura forcément toujours 2 dans un deuxième tour dans ce type d'élection. Rodolphe Alexandre, Alain Tienglong. L'abstention baisse, mais un peu. 53,35%, soit 47 053 personnes qui décident de voter. Bon, ok, ça fait grosso modo 46%. Donc,
on est sur un taux un taux finalement de participation qui est moyen depuis ces années-là. Rodolphe Alexandre est élu avec 21 296 voix. Je reprends, 88 si tu veux intervenir, David, vas-y, inscrits, et je termine sur les chiffres, chers auditeurs. 88 183 inscrits, Rodolphe Alexandre gagne avec 21 296 voix, et Alain Tsenglong, lui, fait 17 695. Bon, sur 88 000, plus de 88 000 personnes. Ça n'a rien à voir avec Alain Tsenglong, rien à voir avec Rodolphe Alexandre. Le sujet que les chiffres nous permettent d'aborder, c'est surtout ce fossé, c'est ce chiffre hallucinant de personnes qui ne se déplacent pas pour voter. Et surtout sur cet enjeu de collectivité unique. C'est-à-dire que là, tout est réuni en un seul ensemble. Et je me rappelle qu'après ces élections, moi-même, j'avais fait cette réflexion lorsqu'on faisait des débats, des soirées électorales. Je me disais, mais si les gens ne se sont pas déplacés pour cette élection-là, mais ils vont se déplacer pour quelle élection? Alors, on attendait les municipales, on a vu ce que ça a donné. C'est ça. Donc voilà pour les chiffres. Ça fait beaucoup de chiffres, désolé. Merci pour ces chiffres. Mais c'est des bons chiffres. Des fois, on se dit souvent... C'est bien, avec du recul, ça nous permet de... Oui, parce que des fois, on peut oublier. Voilà, on peut oublier, tu as complètement raison. David, de ce que tu as entendu déjà, en première analyse. Rudy a utilisé les chiffres pour montrer les faits. Au-delà de l'émotion, ces chiffres nous montrent une chose, mais qu'on sait tous, ce désintéressement de l'outil de la politique, mis à disposition des Guyanais particulièrement, mais de façon générale par les Français tout au moins. Là, ce qui se passe, c'est que c'est un enjeu majeur parce que c'est cet enjeu qui permet aux politiques de gouverner. C'est de ça dont il s'agit dans le cadre des domaines de compétences qu'on leur donnera. Là, aujourd'hui, l'élection de la CTG, et quand je parle de la sélection, la constitution de cette collectivité unique est décidée donc par moins de 5% de la population. Moins de 5% d'une population qui, elle, a besoin de 100% et est concernée par 100% des décisions prises par ceux qui la gouvernent. Bon, maintenant, est-ce que c'est parce qu'il y a tout un peu une faiblesse, un petit échantillon de personnes qui sont volontaires, qui se lancent? 9 listes, c'est beaucoup, mais en même temps, c'est bien. Ça montre qu'il y a du monde, parce qu'on parle de listes. C'est quand même pas mal de candidats et de personnes qui sont prêtes à s'investir. À la fin, il n'en reste que un, et c'est colistiers plus ceux de l'opposition, certes, mais ça reste toujours... David, avant d'aller plus loin, je veux pas que tu perdes ton fil. Tu dis 9 listes, c'est bien, c'est beaucoup et c'est bien. Et moi, je suis juste interpellé par ces 9 listes qui représentent toute tendance politique en Guyane. Là, il y avait, je me rappelle, gauche, droite, il y avait tout le monde. Centre, il y avait de tout, d'accord, qui n'a même pas réuni. T'as les chiffres en tête? Ah oui, c'est 20 000 votants. Il y a alors au total, sur le second tour, il y a 42,62% seulement de votants. 37 000. Voilà, 37 000 votants, 9 listes. Oui, mais moi, ça correspond à ce que je te disais. Oui, continue. Le fait même de moins de 5% de la population qui décide de si oui ou non on va en collectivité unique. Bon, dès le départ, il y a un problème. Donc dès le départ, le problème est connu. Donc il est évident qu'après quand Rodolphe est élu à la première élection en 2015 avec 21 000, je crois, de mémoire. Oui, c'est ça. 21 000, si on ramène ça à 250 000 personnes vivantes, ça fait moins d'1%. Oui, alors là, il faut... C'est bien. Alors, sérieux, on s'arrête sur le corps électoral. Parce que ce sont les gens qui ont le droit de voter. Oui, mais on s'arrête sur le cas électoral parce que c'est qui ont le droit de voter ou qui ont fait le nécessaire pour voter. Parce que beaucoup pourraient l'avoir, mais ne font pas ce droit. Ça, c'est un fait. Mais n'empêche que ça veut dire que moins d'1%, on parle de légitimité, d'élection, etc. On peut parler de légitimité, mais en même temps, 5 ans derrière, 6 ans maintenant, est-ce qu'on a eu l'impression qu'il n'était pas légitime? Que les décisions qu'il a prises n'étaient pas applicables. Moi, j'aime bien ce mot-là. Il est légitime, il n'est pas légitime avec son pourcentage. Tu es d'accord? Mais une fois qu'il est élu, qu'il a été élu avec 10 voix, qu'il a été élu avec 100 voix. Dans le système, il est légitime. Voilà, c'est ça. C'est un moment, c'est ça qu'il faut sortir de l'émotion ou la passion. Je suis d'accord, tu as raison. 100%. Donc, on parle des chiffres peut-être, mais à la fin, il n'en reste qu'un. Et ça a été lui, pendant cette année, qui a dirigé cette collectivité unique et qui décide au nom des deux. À tel point que conseil régional, conseil général, ça nous est même sorti de la tête. Non mais si j'en parle, David, Rudy, et j'ai pas d'affect du tout, en vérité. Juste avant, le fait de poser ces chiffres et de rappeler que justement, il y a très peu de personnes qui votent, donne tout l'intérêt qu'il y a de cette émission aujourd'hui de comment gagner l'élection.
Dans ce contexte. Voilà. Dans ce contexte. Si j'en parle, et je rajoute, si j'en parle, c'est parce qu'on a vu, j'ai dit, bon, ok, la CTG, on verra ce que ça va donner municipal. Mon Dieu, même une élection purement locale, oui, comme ce taux d'abstention. Et je dis à toutes ces personnes qui sont dans le débat, avec nous tous, je parle pas de Radio Pays, je parle en général dans le débat guyanais. Je dis, mais arrêtez cette phrase qui, moi, commence à résonner dans ma tête comme quelque chose de parasite quand les gens disent tous toujours les mêmes. Allez voter. Allez voter. Oui. Je suis désolé, hein. Mais ça, pour moi, c'est une phrase parasite et je l'assume. Continue. Oui, et tu as raison de le dire, on en a fait des émissions, mais du coup, on va en refaire, peut-être encore pour le redire. Oui, bien sûr. Le seul moyen pour le citoyen, moyen régulier, hein, je parle, réglementaire presque, d'agir, d'exprimer son pouvoir, c'est le vote. Bien sûr. Dans la République française, il faut arrêter. On le dit, on le répète, on essaie de le démontrer. On n'est pas le seul. D'ailleurs, je remercie Patrick Lagibé parce que je consulte beaucoup son site. Absolument. S'il me permet de le citer, c'est drom-com.com. Absolument. Et c'est pour ceux qui sont un peu férus d'explications précises justement sur le droit. Bon, ben voilà, moi je ne suis pas juriste, donc j'aime bien aussi m'inspirer de sur ces compétences-là. Bon. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut comprendre et qu'est-ce qu'on peut lire? C'est qu'effectivement, la seule manière pour une population d'influer dans le pouvoir politique, c'est le vote. Après, on peut avoir toutes les analyses morales, on peut se dire oui, mais techniquement parlant, et dans la réalité, c'est ça. Maintenant, si ça convient pas, ça c'est un autre débat qui s'ouvre. Absolument. C'est un autre débat. Mais en tout cas, c'est la réalité. Et ce que je veux dire pour finir rapidement, avant d'avoir les auditeurs, c'est que non, les auditeurs pas tout de suite. Pas tout de suite, bon. Eh bien, non, parce que je veux parler du logique. Premier bilan et ensuite les clés de la réussite. C'est ça. Donc, si tu veux, ça peut être une belle transition. David, tu veux prendre la parole avant? Non, bon, c'est pas utile. Peut-être juste dire que. Moi, parce que je regardais en même temps les commentaires sur le Facebook et sur les. Pourquoi on ne va pas voter de façon générale? Il y a quelque chose que j'ai vu qui m'a un peu, je dirais choqué, c'est le mot, du genre je vais pas voter parce que je me sens pas guyanais. Sauf que on peut prendre ça dans tous les sens. Je dirais juste que dès lors qu'on vit sur un territoire pendant pas mal de temps, on est forcément impacté par les décisions qui vont être prises. Ouais. D'accord? Je dis une connerie qui va sauter aux yeux de tout le monde, c'est tout ce qui concerne le TCSP. On veut tous des transports qui soient améliorés et tout, mais par contre, dès qu'on arrive et puis qu'on voit que le chemin est bloqué et qu'il y a des travaux, on se dit c'est quoi ça et tout. Bon, voilà. Peut-être à un moment, on a été consulté, il y a eu enquête publique, et tous ces éléments étaient dits, définis. Faut bien faire des travaux. Et même pourtant, on s'est pas prononcé parce qu'on s'en est pas occupé. Et puis ça nous tombe dessus, on se dit, mais c'est quoi encore ce truc? Donc voilà, il faut s'intéresser. Ou pas. Mais après, c'est soit on décide d'aller vivre quelque part, où il y a, qui peut être en Guyane, où on est beaucoup moins impacté sur ça, soit il y a ces règles de la société, et si on veut essayer au moins de les comprendre pour le mieux vivre ensemble, il vaut mieux s'y intéresser, et s'y intéresser, c'est également se prononcer. Maintenant, Rudy a raison. Le système lui-même est peut-être à revoir, et j'entends par ce système qu'une personne qui vote sur 55 millions, ça change pas toujours quelque chose. Mais par contre, des fois, et il l'a dit, la direction bicéphale de la CTG, c'est joué à une voix sur les 46. Oui, c'était 23 voix contre 22. On s'en rappelle. Bon, c'est une voix, et donc du coup, pour en faire on a fait l'exercice, on s'est dit, on va parler de juin. Donc en juin, rappeler aux auditeurs qu'effectivement, ceux qui le savent pas, mais c'est notre rôle de le rappeler. Au mois de juin, donc vont se tenir les élections régionales pour toute la France. Et Deuxième élection seulement. C'est ça. Et pour nous, les élections territoriales, donc la deuxième élection seulement. C'est important parce que la jeunesse de notre collectivité a été aussi un argument fort pour pouvoir commencer à expliquer que le démarrage était difficile. Il y a certainement il fallait rassembler conseil général et conseil régional. Et ce qui doit être certainement objectivement vrai. Donc nous, on s'est posé la question, on s'est dit, mais où on pourrait avoir une photographie un peu de ce qui s'est passé depuis 2015 au moins, peut-être un peu avant. En tout cas, depuis ce qui s'est passé quand les deux ont fusionné, conseil régional, conseil général. On a cherché, puis on s'est dit, allez, on va prendre un rapport qui fait foi. Parce que vous pouvez le contester comme vous voulez, mais pour contester justement le bilan que vous pouvez dresser, par exemple la CTG et l'équipe actuelle, eh bien ce rapport-là peut servir. Le rapport de la Cour, pas la Chambre régionale, la Cour régionale des comptes qui
pour traiter du cas de la CTG, s'étaient réunis cette fois en interjuridiction. C'est-à-dire que c'était pas une des séances, lambda de la chambre régionale. Ça, c'est quand même du sérieux. Sur quelle base il fallait donc pour la Cour régionale des comptes faire un petit contrôle, une analyse et un contrôle de l'exécution de ce qu'on a appelé le plan, je donne bien le nom, le plan d'urgence Guyane. On est en 2019. Ce rapport-là permet d'avoir une photographie, nous semble-t-il, relativement technique, mais objective aussi. Parce que avant de pouvoir dire ah oui, mais ils ont fait n'importe quoi, ils ont fait ci, ils ont fait ça, ou ils ont pas fait, et pour pouvoir faire dans une collectivité, il faut les moyens de faire, et en l'occurrence les moyens financiers. Donc sur ce rapport, on a retenu qu'au moins 2 points importants. C'est que le rapport en question de 2019, chers auditeurs, pour ceux qui aiment ça, ils peuvent aller le chercher sur Internet, c'est public. Vous avez aussi des chiffres via l'IEDOM, vous pouvez avoir accès à certaines données. Le rapport dit démarrage difficile. Oui, c'est acté qu'il y a eu effectivement un démarrage difficile suite à la fusion des 2 entités, conseil régional, conseil départemental. Deuxième point, dans la conclusion, on peut noter que il parle de difficultés à mettre en place ce qu'on appelle un plan de performance, parce que le plan de performance, c'est à la fois la montée, on va dire pour faire simple, c'est la montée en charge. Je veux dire que à la maison, on est une famille de 10, papa, maman, les enfants, et on fait des budgets. Et on se dit que l'appartement où nous sommes aujourd'hui, logement social, c'est plus tenable. Il faut qu'on aille acheter une maison, investir sur une maison, acheter une deuxième voiture. Bref, on se projette. C'est ce qu'on appelle faire de la prospective presque. On se projette. Et puis en se projetant, on se dit, bon, ok, comment je vais faire budgétairement pour pouvoir économiser, réduire mes dépenses, pour pouvoir acheter une maison, acheter une voiture dans peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et on s'organise. On met en place des stratégies pour pouvoir arriver à cet objectif. Ces stratégies-là sont condensées, sont rassemblées, sont organisées dans ce qu'on pourrait appeler l'équivalent d'un plan de performance. Alors les spécialistes vont m'en vouloir, parce que là je viens encore une fois de sabrer un peu sauvagement cette notion de plan de performance, et c'est pour vraiment être le plus simpliste possible. On a bien compris. Par exemple, dans ce plan de performance, il fallait s'assurer que les moyens qu'on met en place dans la nouvelle collectivité assurent justement cette performance, assurent que les services publics soient de qualité, soient accessibles, ainsi de suite. D'accord ? Ensuite, il fallait s'assurer qu'au niveau de la fragilité budgétaire, on sorte de cette idée d'urgence, parce qu'en Guyane, on est tout le temps dans l'urgence et le rattrapage. C'est une réalité pour les collectivités, attention. Donc, le rapport revient un peu sur toutes ces analyses. Et sur ces sujets-là, la CTG, le rapport ne dit pas qu'elle est en échec, mais on va dire qu'elle a énormément de difficultés à atteindre les objectifs et la mise en œuvre de ce type d'outils, donc plan de performance. Donc ce rapport quand même nous indique qu'au moment où on va aller voter, on a, et je termine, David, oui, bien sûr, on a une collectivité unique, maintenant qui est en place, qui a fonctionné 6 ans. Il y a eu de bonnes choses, il y a eu de mauvaises choses. La Cour des comptes, c'est un peu son rôle, appel à quoi? À faire réduire les dépenses, évidemment, planifier, et puis surtout à faire de la prospective, c'est-à-dire à se projeter. Ce qui est en gros, dans tout le rapport, pour l'avoir lu, qui revient tout le temps, c'est notre incapacité, au niveau en tout cas de la CTG, l'incapacité de la CTG, à se projeter très loin. C'est-à-dire au-delà de ce qu'on appelle l'immédiateté, c'est au-delà de 5 ans, quoi. Au-delà d'un mandat. David. Rudy, avec brio, a pris pour référence le rapport de la Cour des comptes. Il a bien dit la Cour des comptes et non pas une chambre régionale, etc. Je ne vais pas citer les détails techniques. Mais quand même rappeler la mission principale, ou le regard en tout cas, qui est porté, est d'abord un regard budgétaire. Absolument. Et si on reprend la genèse de la CTG, 5 ans maintenant, 6 ans d'exercice, les jeunes n'existaient pas avant. Ah oui. Pas d'autres modèles. Fallait mettre en place. Et surtout, la fusion de 2 entités, une qui s'auto-équilibrait plus ou moins, et puis l'autre à qui on a chargé de plein de compétences et sans pour autant avoir les moyens derrière. Les moyens budgétaires, c'est important de le mettre en place. Ce qui a été plus ou moins, en fonction des fois, soit abrogé, soit rectifié, soit corrigé, qui permet notamment des votes maintenant de budget en équilibre. Oui.
je passe sur l'histoire. Mais c'est pour ça que j'ai dit je passe, mais soyons factuels. On peut pas dire autrement. Hein. Et en l'occurrence, il s'agit bien de vote de budget en équilibre. Les mots rappelés par le rapport de la Cour des comptes visent à juger de la performance financière, pas politique, financière. Oui, important de le dire. De la collectivité. Donc, on ne rajoute pas souvent le mot financier. Est-ce que le but d'une collectivité est de bien gérer l'argent? Aussi. Est-ce que le but d'une collectivité est de s'assurer que la Cour des comptes va donner une bonne note? C'est un moyen. C'est un moyen qui va permettre d'être périn, de pouvoir lever des fonds, de pouvoir mener à bien des missions, etc. Mais je crois que là aussi, il faut qu'on aille un peu plus loin que juste la Cour des comptes, mon cher Rudy, et se dire qu'en face, il y a des besoins, des attentes des Guyanais, et qui ne sont pas forcément au fait de l'aspect financier, mais qui par contre sont intransigeants sur ce qu'ils veulent obtenir. S'ils veulent une route, ils veulent une route. S'ils veulent une école, ils veulent une école. S'ils veulent un collège, ils veulent un collège. Pour personne. Je nous invite juste à pousser au-delà maintenant du rapport de la Cour des comptes et de ne pas prendre comme seul guide le rapport de la Cour des comptes. Tu as raison. Voilà. Parce que sans ça, on dépense plus rien et on fait plus rien. On fait plus rien et on a un bon bilan financier à la fin, mais un mauvais bilan pour les Guyanais, au-delà même de l'aspect politique. Maintenant, il y a une réalité, c'est que si on fait pas ça, la plupart du temps, on finit sous tutelle. De toute et façon, on se fait taper du doigt comme un petit élève avec son professeur. Donc ce qu'on n'aime pas trop, en Guyane. Pour finir, on paye pour moi la façon dont la politique a été menée avant. La plupart des collectivités, c'est minimum 80% de masse salariale dans le budget. Donc c'est beaucoup dire, mais on peut pas faire grand chose là-dessus sans pouvoir lever des fonds, les génériques qui vont. On n'est pas les seuls champions en Guyane. Il faut arrêter le mythe. J'allais le dire. Il n'y a pas que les collectivités guyanaises qui sont concernées. Merci Rudy. Voilà. Donc le système fait que la communication globale qui est faite autour du pouvoir de ces collectivités fait que ce sont les élus locaux qui décident de tout, qui font tout, mais en vérité, ils sont un petit peu coincés par l'aspect budgétaire. Ils peuvent pas faire grand-chose, ils peuvent faire plein de promesses. Ils peuvent faire tous les plans qu'on veut. Mais s'il n'y a pas les pépettes en face, ils peuvent pas faire grand-chose. Et dès qu'ils le font, on cite souvent Castor et j'en passe, vous voyez ce qui arrive derrière. Ok? Donc aujourd'hui, c'est une réalité. C'est une réalité. C'est une réalité qui nous permettra justement d'aborder le point d'après sur ce qu'il faut faire pour gagner cette élection, etc. Et en même temps, voilà quoi. Si on tient pas compte de cette réalité qu'un politique doit pouvoir répondre aux besoins de la population, mais en même temps devoir faire avec les moyens que l'État, souverain, j'insiste, souverain, lui donne, nous qui est bloqué. Alors, donc il y a peut-être certains chantiers qu'il faudra reprendre rapidement, de façon à ce qu'on avance sur ce point. Après, ce sont les surprises du chef, David, qui ouvre des débats. Mais ce sont des ouvertures, des brèches intéressantes. Et il sait très bien que j'abonde, mais la question du rapport de la Cour des comptes, effectivement, c'est très technique. Mais au-delà que ça soit technique, ça a une fonction. La Chambre régionale des comptes et la Cour des comptes, c'est une fonction bien précise. Ça contrôle, Ça contrôle pas seulement nos collectivités, ça contrôle les institutions en général qui dépensent l'argent du contribuable. Oui, après, si je peux me permettre, dans ce que Rudy dit, c'est que si on veut aller négocier avec l'État, il faut mieux être bien vu par la Cour des comptes. Et donc ça tombe de sens. Si on veut obtenir des choses, c'est un préalable. Enfin, faut en tout cas essayer de trouver le moyen de s'inscrire dans leur prescription. Ce qui est important, c'est valable dans n'importe quelle entreprise. Je vais prendre un exemple sur l'audiovisuel. Moi-même, j'ai travaillé dans le service public, on est dans le privé. Aujourd'hui, au-delà même, vous avez un directeur financier et puis vous avez un directeur d'antenne, par exemple. Le directeur d'antenne veut faire le tour de Guyane, veut faire un méga Pintingue, ça coûte de l'argent. Le directeur financier vous dit: voici l'argent que tu as. Il faut faire un choix entre Mégapintingue et le Tour de Guyane. Tu choisis quoi? Donc voilà, en gros. Sauf que les Guyanais veulent le Tour de Guyane et le Mégapintingue. Voilà. Donc si tu fais les deux, à un moment donné, l'année prochaine, tu fais plus rien. Si tu as choisi un, tu peux continuer. L'exemple est bon ou pas, messieurs? Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est l'équilibre. Il est bon, mais comme tu as fait les deux. C'est l'équilibre entre celui qui gère les finances, celui qui aussi doivent... parce qu'il y a les attentes des Guyanais. J'adore ton exemple parce qu'il va nous permettre de mettre le pied dans les grands. Vas-y. Je crois intimement que nous donnons trop de pouvoir aux politiques. Que nous considérons un politique... Des élus locaux. Des élus locaux, oui. Et peut-être même de façon nationale. Et qu'on leur donne tellement de pouvoir qu'on a l'impression qu'ils sont les seuls à décider de notre vie et pour tout ce qu'on doit faire. C'est intéressant. L'exemple de ce que tu dis est très bien. Mégapintingue ou Tour de Guyane. Tu as fait le média public, qui n'est financé que par des fonds publics. Et puis le cas du média privé. Aujourd'hui. Et je crois, sans me tromper,
que vous avez déjà eu à faire des choix comme ça, pour au final pouvoir faire les deux, mais en faisant des tours de table. On voit les différents acteurs. Bon, messieurs, non, nos auditeurs, ils veulent ça. Donc, on a besoin des partenaires, on a besoin des sponsors, on a besoin, je le dis, haut et fort, des privés. Aujourd'hui, ces privés s'intègrent dans ce schéma, communiquent, aident le média à fonctionner et qui permet d'aller beaucoup plus loin que si on vivait d'une simple subvention ou d'une taxe ou d'autres choses qui nous permettraient de faire. Voici un exemple clair qui permet de dépasser le corps ou la limite de ce que nous donnerait un politique local et de pouvoir faire plus. Mais par contre là... Sauf que t'as pas de sponsor pour faire des routes et des collèges. Hein. Mais pourquoi pas? Je veux dire, peut-être que quand je parle du système, c'est un peu ça. On a l'impression que le seul moyen de faire aujourd'hui, c'est d'avoir le lait. Ce que je veux dire, c'est que ton sponsor, c'est le gouvernement. Ouais, mais c'est pour ça que la Cour des comptes a une telle importance, en fait. Ouais. Mais en même temps, c'est la loi. En même temps, c'est la loi. Attention, hein. L'analogie, elle a ses limites. Et il y a les règles. Et une collectivité, c'est sources, c'est recettes. Messieurs, on y va sur le titre de l'émission. Ça permet de faire la transition parce que du coup, si tous les candidats t'écoutent, Rudy. Oh là. Les clés de la réussite. Non, pas tous, parce que bon, j'en connais quelques-uns. Il y en a qui pensent vraiment tout connaître. D'accord. Non, le rappeler à nos auditeurs, parce que quand on va aborder un peu ce petit sujet-là, c'est vraiment maintenant avec nos auditeurs ce qu'ils en pensent. Oui. Comment réussir finalement à la fois à gagner l'élection, mais quelque part, faut pas oublier, il s'agit de gagner l'élection, mais pour faire quelque chose derrière, normalement. Bien sûr. Et puis donc réussir à faire confiance, à susciter de la confiance. De faire quelque chose après. Mais pendant l'élection, parce que ça joue sur le taux de participation, par exemple, que en général, la situation que nous connaissons en Guyane manifeste très clairement d'une défiance de très haut niveau du corps électoral pour la classe politique. Donc c'est tout, il faut pas tourner autour du pot. Donc quand on va aussi aux élections, il faut aujourd'hui être conscient de ça. Il y en a qui n'en ont cure parce que on va parler tout à l'heure des votes. Il y a 3 natures de vote et aujourd'hui en Guyane, depuis un certain nombre d'années, un certain nombre d'élections, nous sommes dans une spécificité du vote. C'est ce qu'on appelle le vote partisan. L'exemple de 2015 est flagrant. Je passe sur les municipales, mais si on va rester sur notre sujet de la CTG. Là, nous avons affaire à des élections qui se sont jouées sur ce qu'on appelle des votes partisans. Ce sont les 22 000 personnes qui votent Rodolphe Alexandre, ce sont des partisans en majeure partie. C'est des gens qui sont ultra convaincus. Vous n'allez pas aujourd'hui leur dire que voilà, pour eux, la solution, c'est ce que proposait monsieur Alexandre et son équipe et ce projet-là. Oui, quel que soit le candidat en face. Et c'est pareil en face pour Alain Tianglong. Donc, ce sont des votes partisans de part et d'autre. Il y a ensuite le vote sympathisant. Voilà, on peut adhérer aux idées des deux d'ailleurs. Absolument. En fonction de ce qu'on veut méga Pentang ou si on veut autour de Guyane. Après, il y a un vote public qui est beaucoup plus élargi, qui est le vote citoyen. Bon, ce vote-là, c'est le vote par nature. C'est-à-dire que c'est lui qui permet de vérifier la nature de votre relation, d'accord, avec la population. De vérifier que quand vous proposez quelque chose, il y a un écho et que ça correspond à un besoin ou à une attente qui a été à un moment donné exprimée et que vous reflétez vous-même une vraie réponse, une réponse crédible. Ouais. Et ce vote-là, c'est la fameuse niche où on trouve le plus d'abstentionnistes. Alors, c'est des jeunes cadres ou des jeunes qui rentrent dans l'emploi souvent. Ou des retraités. Et c'est aussi très rarement, très rarement. De plus en plus. C'est ce qu'on appelle les quadras aussi, des gens qui sont en pleine réalisation, mais qui sont effectivement d'un certain niveau, je veux dire, dans leur social. Vie. Oui, dans leur vie, qui se sont construits, quelle que soit, c'est pas une question de classe sociale, d'accord. qui se sont construits, qui ont construit leur propre identité, qui sont capables de faire des choix et qui font des choix tous les jours en les assumant. Donc ça, toute cette niche-là, c'est la niche la plus importante et la plus difficile à convaincre. Mais en Guyane comme partout, et quand on fait des analyses comme ça du corps électoral, il faut en être conscient. Alors, il y en a qui se disent, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire voter mes partisans. Parce que c'est suffisant. J'ai pas besoin d'aller chercher un électorat neuf, jeune, je sais pas quoi. Non. Parce que j'ai un foyer. C'est pour ça qu'on entend des mots comme ça souvent dans les radios, dans les médias. Un foyer de voix. Voilà. Qui relève du vote partisan. Donc, ce sont des gens qui sont déjà quasiment convaincus ou qui
Voilà. Ou ce que mon foyer de équipe voix va là, convaincre. Rudy, il s'effrite des fois ou pas? Ben, alors, est-ce que l'histoire nous a montré que dans les élections métropolitaines et en plus au plus haut niveau, oui, il y a eu un effritement et l'élection de Macron. On a vu à gauche. C'est la démonstration ultime. Dans les élections un peu plus locales comme la nôtre et notamment celle de la CTG, c'est un peu plus compliqué parce que l'histoire politique de la Guyane fait que il y a eu une forme de domination, de prégnance très forte d'un parti pendant 50 ans, 60 ans, qui a été à l'origine presque ou à la formation des hommes qui ont eux-mêmes après créé d'autres partis ou leur parti. Donc c'est une histoire un peu différente. Et ça donne comme résultat effectivement des habitudes, quasiment des mœurs, des réflexes de vote qui soit peuvent devenir communautaires parfois, mais qui sont de toute façon attachés à la nature même des personnes qui s'intéressent à la politique. Pour faire simple, c'est un parti qui avait un certain nombre de partisans, qui a dominé la scène politique pendant des décennies, à partir duquel d'autres personnes ont créé leur propre mouvement. Des sous-branches. Voilà. Et qui sont tout simplement partis avec des partisans du parti d'origine. Je sais pas si je suis clair. Sûr, c'est clair. Donc voilà, c'est un peu, je caricature peut-être, je simplifie encore une fois, mais c'est un peu le cheminement. Donc on se retrouve aujourd'hui avec toujours les mêmes. Il y a quasiment aucun acteur politique élu aujourd'hui qui n'est pas passé par le PSG pour le nommer, Parti Socialiste Guyanais. C'est rare, c'est très rare sur l'échiquier politique. Bien sûr. Vous prenez les 20 dernières années. C'est la réalité historique, donc il faut pas s'en cacher, c'est tout. Il faut en parler, il faut l'analyser, il faut le voir comme ça, comme dit, sans émotion, comme dit David. Et pour finir, une fois qu'on a dit ça, ça veut dire qu'il faut comprendre que quand on regarde ces élections de 2015 et quand on voit arriver les élections là, 2021, on peut s'attendre, vu les municipales, comment ça s'est passé, à une abstention forte, encore, peut-être, et de ce fait, automatiquement, un vote très, très partisan. Très bonne analyse, mon cher Rudy. Je ne sais pas ce qu'en pense David. À mon tour de rajouter quelques chiffres sur ce que Rudy vient de faire. 3 partis, 3 groupes dans notre cible, si on veut être élu, les partisans, les sympathisants et les citoyens. Les partisans, ils sont acquis, la plupart du temps. Oui. Ils sont acquis. Oui, c'est réglé. Mais ils sont limités. Ils sont limités. Et pour justement en avoir plus, on va tirer dans les sympathisants parce que c'est les plus faciles, c'est la famille d'un tel, de machin, etc. et tout. Donc voilà. Et puis il y a les citoyens qu'il faut convaincre, mais alors là, pour les convaincre, il faut y aller fort. Bon, maintenant, gagner une élection, je vais être très basique, pardonnez-moi, c'est faire le plus grand nombre de voix. En fonction effectivement du mode de scrutin, mais en l'occurrence là, je crois me risquer sans à donner un chiffre. Celui qui veut être élu à la CTG aujourd'hui doit faire au moins 25 000 voix. Il faut qu'il y ait 25 000. Il y a 100 000 inscrits aujourd'hui. Donc, oui, avec 25 000, ça passe. Il faut en tout cas, pour aller au deuxième tour, les chiffres sont clairs, 10%. Il faut avoir obligatoirement 10% des inscrits et 5% pour ensuite pouvoir fusionner. Donc voilà, ce sont les deux chiffres. Je te laisse finir ensuite, il y a une réflexion de Nicole sur le Facebook Live, mais je te laisse finir d'abord. Donc la vraie question, c'est comment est-ce on a ces 25 000. Alors, il est évident, là, je me suis risqué à donner un chiffre, en tenant compte effectivement en moyenne de l'évolution de la population depuis les 6 dernières années, du comportement, comme l'a dit Rudy, des élections intermédiaires, que ce soit législatives, que ce soit au niveau des municipales. Je veux dire, la tendance à l'abstentionnisme, merci, n'a pas tellement changé, au contraire. Donc du coup, il n'y a pas pour moi de grosses surprises à escompter là-dessus. Mais par contre, c'est une estimation 25 000. Il a raison, il faut juste faire plus de 10%. Et s'il y a que, je sais pas moi, en gros, s'il y a 1000 personnes qui vont voter, avec son voix, tu es devant, quoi. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, je veux dire, effectivement, quelque part, des fois, c'est bien, et c'est même très bien pour certains candidats, qu'il n'y ait pas grand monde qui vote, parce que s'ils ont plus de partisans et de sympathisants, c'est-à-dire de ces personnes quasi acquises, l'élection est quasi gagnée. À vous entendre tous les deux dans vos analyses, le candidat en place a de fortes chances de gagner ces élections. Mais qu'est-ce que fait un candidat en place ? À vous entendre, hein, Rudy. Non, c'est pas David. C'est pas ce candidat. Tous les candidats en place sont à la base les mieux placés pour gagner l'élection. En règle générale. Et en fait, ils se le sont dès lors qu'on les assit sur le siège. Parce que leur action est celle de la collectivité en question, qu'elle soit une mairie,
qu'elle soit une collectivité plus globale. Je veux dire, c'est la meilleure façon de faire campagne. Et c'est pareil dans un couple. La meilleure façon de faire campagne dans son couple, c'est d'être le rôle de l'homme à la maison ou de l'homme de façon générale, celui le vrai, quoi, celui qu'on attend de tous. Pareil pour la femme, il n'y a pas de sexisme dans ça, surtout à l'orée de la journée du droit international de la femme. Parce que là, on a en plus de ça les moyens et le ticket pour le faire. Les autres à côté, ils font des promesses, ils disent ouais, moi si c'était moi, le si, mais une fois qu'on est devant, d'ailleurs pour tous, et je dis bien tous, ils n'arrivent jamais à faire tout ce qu'ils ont dit. Bon. Avant, je sais que Rudy veut prendre la parole. Il y a quand même deux réflexions. Nicole qui dit: que pensez-vous du vote des seniors? Ne serait-il pas opportun de limiter l'âge des votants de 18 à 75 ans? C'est Nicole qui propose ça. Il y a Claude qui dit: est-ce que l'abstention n'est pas ce qu'espèrent les politiciens? Deux réflexions sur des Facebook fois, Live. Justement. Ah ouais, tu l'as dit. Pour la limitation de l'âge, bon, ça pour le coup, on peut pas le changer. Bon, c'est trop tard. Chacun. C'est une proposition. Oui, c'est sûr. Et puis c'est un débat pour le coup national. Oui, c'est vrai. Après qu'on ait une réponse locale, pourquoi pas. À titre personnel, pour assumer, je trouve que ce serait pas trop dans l'esprit sur quels critères on pourrait considérer qu'à 75 ans la personne n'est plus en pleine possession de ses moyens pour faire un choix civique dans son exercice civique. Je saurais pas dire. Pourquoi pas 76? C'est comme le virus. 23h. Pourquoi pas 23h30? C'est ça. moi, sur ce point. Sachant qu'il y a des élus à plus de 75 ans, qui sont dans l'exercice. Mais quand on voit Rodolphe Alexandre, il va faire partie des septagénaires. C'est-à-dire que s'il est élu, on ne sait pas, mais s'il est élu, il traversera l'âge des 70 ans. Donc qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on fait? D'accord. Est-ce qu'il pourra, par exemple, ne pas, je veux pas trop le vieillir, mais il y en a d'autres avant lui, qui ont plus de 70 ans. Oui, bien sûr. Mais donc voilà, c'est quand même une question complexe. Concernant l'abstention. Alors désolé les auditeurs, mais je vois l'heure, mais c'était important de développer tout cela. Rudy, tu voulais reprendre la parole? Oui, après, c'était juste faire le point. Et ensuite, chers auditeurs, j'ai ouvert le standard seulement maintenant. Désolé. Les clés de la réussite, très rapidement, on va redonner encore quelques éléments aux auditeurs. En l'état actuel des choses, alors il y a quand même deux informations qu'il faut avoir. C'est qu'en avril, le Conseil sanitaire auprès du président Macron doit donner son avis sur les régionales, l'organisation des régionales. C'est le fameux dernier avis qui est censé autoriser de manière définitive la fameuse élection de juin. Donc il faut quand même attendre la fin du mois d'avril pour voir. Ils vont faire l'analyse de la question sanitaire et puis confirmer que effectivement les régionales, ce sera donc pour nous aussi les territoriales, bien en mois de juin. Première information rapidement. Deuxième information, c'est que l'ENAIC Adam a apporté une proposition en fin d'année dernière, elle a été adoptée, de passer donc de 55, d'une liste de 55 candidats à 3 de plus, 57, je vous redonnerai le chiffre, je l'avais noté. Bon, on a vu quand même pas mal de chiffres. Bref. Donc là encore, c'est une modification qui n'est pas, entre guillemets, retranscrite, actée, puisque on est en attente de l'arrêté du préfet qui instituera ce changement. Deux informations pour nos électeurs. Rapidement, très rapidement du coup, c'est toujours 8 sections. On est toujours sur une élection territorialement répartie sur 8 sections. Que vous votez sur le bulletin, vous aurez une seule liste avec effectivement la représentation de groupes, de 8 groupes de noms. Qui constitue cette liste. Et il y aura jusqu'à ce que l'arrêté du préfet soit pris, 67 candidats au moment où on parle en tout cas, 67 noms que vous aurez sur votre bulletin. Je passe sur toute la répartition des sièges. S'il y a des questions dessus, on pourra toujours dire où trouver ces éléments qui sont en ligne. Vu l'heure, je ne prends que 3 auditeurs. Désolé pour les autres, j'ai rebloqué le standard. Je rajoute juste un commentaire sur le Facebook Live de Guylaine, c'est pour répondre à Guylaine, qui dit: il manque un volet dans votre analyse, autant dans l'influence, le besoin de la population de l'époque et le moteur du dynamisme économique. Je réponds juste à Guylaine. Ce n'est que le début de nos émissions à 3. Sur les élections qui seront donc prévues au mois de juin. Ne vous inquiétez pas, Guylaine, on va revenir sur les élections, sur l'économie, etc. Ne vous inquiétez surtout pas là-dessus. On a prévu de faire beaucoup d'émissions avant les élections. 25 76 25. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, allez-y. Bonjour, c'est mon tour, Liliane. Oui, Liliane, bonjour allez-y. Bonjour à tous. Bonjour. Voilà, alors je voulais vous demander une précision.
qu'est-ce que ça veut dire une bonne gestion? Alors, pour moi, est-ce que c'est se dire que dans notre pays, on a énormément de jeunes, donc il faudrait qu'on fasse un programme pour la jeunesse, pour assurer la relève de demain, ou est-ce qu'il faut se dire, bon, on avait l'habitude de s'occuper d'une catégorie de personnes qui, justement, ces gens-là continuent à voter et les jeunes ne votant presque plus. Qu'est-ce que c'est que, justement, cette bonne gestion vis-à-vis de la Cour des comptes? Merci Liliane. Merci Liliane. Très rapidement, la bonne, bon, c'est très très facile. Quand vous êtes une collectivité, vous devez avoir un budget équilibré, c'est-à-dire que pas de déficit. Voilà, ça c'est un critère de bonne gestion. Ensuite, toute une série d'équilibres aussi dans la manière dont vous allez gérer la collectivité. En termes d'emploi, en termes de services publics, la manière dont vous allez les déployer, vérifier que par exemple tous les services publics correspondent à la règle de l'équité, de la territorialité aussi, puisque tout ça ce sont plein de notions que je simplifie, mais voilà, un service public doit être accessible partout. Un modèle préétabli qui permet de voir si on est bon ou pas. Qui est cadré. Donc voilà, la bonne gestion c'est ça, c'est exercer, et puis enfin exercer les compétences qui vous sont dévolues dans le respect de la loi, conformément à la loi française. Voilà, c'est ça la bonne. Alors peut-être que ce qui est troublant, et j'en profite pour le dire, c'est que David l'a introduit tout à l'heure. Là, quand on parle de gestion, on parlait là, par exemple, de gestion très technocratique, administrative presque. On parle pas de la gestion politique, hein. Ça, c'est autre chose. C'était pas non plus le sujet aujourd'hui. Mais la gestion politique, les avis qu'on peut avoir sur comment là c'était géré aujourd'hui au niveau politique, ça mérite une émission. On fera un grand forum là-dessus. Voilà, on fera un grand forum là-dessus. 25 76 25. On y va? Allez, on y va. Deux derniers auditeurs. Allô, bonjour. Allô. Allons-y. Bonjour. Armachi. Bonjour. Oui, allez-y. Oui. Rudy. Armand, je vous annonce, vu l'heure que vous avez 50 secondes. Allez-y. 50 secondes pour dire une chose alors. C'est que le succès aux élections des uns entraîne l'échec de la Guyane pour les autres. Et pourquoi je dis ça? Je prends un cas de figure sur la dernière mandature. Le secteur agricole. Dans la liste qui aujourd'hui mène la CTG, il y a une représentante de la société civile et du monde agricole. Et le programme, c'était « J'installe 100 agriculteurs par an ». On n'a jamais installé si peu d'agriculteurs depuis 2015 en Guyane. Donc, on n'a pas simplement renoncé à sa promesse. On a fait moins, et c'était déjà pas suffisant, que dans les 3 dernières décennies. Et pourquoi je dis ça? Gilles a évoqué la prime au sortant. C'est quelque chose, c'est un fait. Mais à côté de la prime au sortant, il y a l'usure du pouvoir et il y a aussi ce qu'on pourrait appeler tromperie sur la marchandise. Et aujourd'hui, et je conclus Gilles, tous ceux qui préconisaient le vote Alexandre en 2015, le monde de l'entreprise, les médias d'une manière générale, ou les officines de gauche à droite sont déçus du bilan. Et ça, il faut se le dire. Et ils sont pas déçus pour eux-mêmes, ils sont déçus pour la Guyane. Et d'une manière générale, aujourd'hui, nos rapports, par exemple, avec l'administration française. Et pour finir? Oui, nos rapports avec l'administration française, on est revenu dans une situation avant la décentralisation. Donc, avant les années 82. Et pour ça, il suffit de voir les ratios socio-économiques, il suffit de voir les relations que les citoyens guyanais lambda ont avec l'administration française, même dans le monde de l'entreprise, qui pourtant a voté massivement depuis 2010 pour Rodolphe Alexandre. Donc, gagner les élections, c'est une chose, mais si c'est pour que le pays
perdre en dignité, vaut mieux qu'on fasse un autre choix finalement. On prend un dernier. Dans le moment de l'aspect politique, là on est vraiment dans une analyse tout à fait politique. Absolument. Qui ne prend pas en compte le rapport de la Cour des comptes. C'est un autre débat. C'est un autre débat. Mais qui mérite d'être vu sur plein d'axes. Non, on le fera. Le bilan économique, c'est une chose, le bilan politique en est une autre. Alors il faut tenir compte de l'environnement. Absolument. L'environnement dans lequel on peut appliquer ou pas cette politique. 25 76 25, dernier appel. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour, c'est Ariot Bourg. Allez-y. Bonjour, Henri. Alors, j'ai compris qu'il faut être court. Vu l'heure. Pour compléter ce que Armand Achille a dit, alors, il y avait effectivement une promesse de campagne d'installer 100 jeunes agriculteurs par an pendant les 6 ans. L'agriculture, j'en parle la semaine prochaine, mardi, précisément. Et donc, Albert Sion, réélu président de la Chambre d'agriculture en 2019, c'est lui-même qui l'a dit sur vos antennes. Absolument. Au cours des 4 premières années de cette mandature à Exxon, il y en avait eu en moyenne 3. Donc, quand on parle de tromperie sur la marchandise, c'est même pas une tromperie sur la marchandise, c'est l'arnaque du siècle. Sans promis, 3 fins. Alors, 3 choses rapidement. La première chose, c'est que je suis un petit peu déçu de l'émission parce que le thème, c'est les clés du succès. Oui. Et quand j'entends bien, j'ai pas entendu la pierre philosophale, la martingale. C'est la première partie. Que je cherchais. C'est le début. Qu'il fallait passer par le PSG. Bon, ok. La deuxième chose, c'est que je suis encore plus déçu que Woody Stephenson ne se présente pas, puisque ça aurait pu être un bon acteur de la société civile, et puis un renouveau. Ouais, mais on veut le garder chez nous. Oui. Et puis la troisième chose, c'est qu'en quelque part, malgré les rapports négatifs de la Cour des comptes et tout, quand on entend l'analyse sociologique de l'électorat qui est faite par vos 2 consultants, on sent bien que cette élection est déjà jouée pour juin, et ça me donne froid dans le dos. Et puis si vous permettez, on va en parler de ça, Monsieur Vernet, oui. Je me prononcerai sur ma candidature dans l'hebdo de Fabien vendredi. Très bien, merci pour le scoop. Voilà. Vendredi, donc 19h, je crois. Tout à fait. Ben voilà, un scoop à suivre sur vendredi. Je me prononcerai sur ma candidature. Oui. Je serai candidat. Oui, bien sûr. Ça s'appelle du teasing. Non, du vrai. Il est très fort là-dessus. Je donnerai une réponse définitive. Bon, merci, on écoutera Hebdo Fabien, comme on a l'habitude d'écouter d'ailleurs tous les vendredis à 19h. Élection jouée d'avance ou pas? On va en faire une émission. Il y a quelques mois, quand même, à avoir. Nous, comme je le dis souvent, on regarde les chiffres, on analyse les chiffres et on dit qu'on pense par rapport aux chiffres. Donc on peut tout faire, mais il faut se donner les moyens. On fait une émission spéciale. Et pour un candidat qui veut aller en face de l'autre, quelle que soit sa position, bien sûr, et ses partisans, ses sympathisants et les citoyens qu'il pourra convaincre, ils devront être bons. La pierre philosophale. Alors justement, ce que dit Harry Hautebourg, il attendait de toi, Rudy, comment gagner une élection, parce que il va dire chez Fabien à 19h vendredi qu'il est candidat ou pas, mais il serait allé avec tes arguments pour dire je sais comment gagner. Je sais comment gagner. Non, je pense que Harry Hautebourg n'a surtout pas besoin de moi pour prendre sa décision. Non, la pierre philosophale, j'aime bien l'expression. C'est intéressant. Absolument. C'est que il y a plusieurs clés, évidemment. On estime qu'il y a plusieurs clés pour réussir une élection, et c'est pas à Harry Hautebourg que je vais l'expliquer. Entre autres, aujourd'hui, là, il s'agit de parler. Alors, c'est vrai qu'on l'a peut-être pas précisé, on est parti sur une série de rendez-vous, parce que les clés de la réussite, on aurait dû peut-être marquer 1, 2 et 3, je sais pas. Oui, ça n'est que le début. Dans la forme, on n'a pas été suffisamment clair, et merci à Harry Hautebourg de son intervention. Comme ça, voilà, on précise un peu les choses. Et vous imaginez bien qu'on peut pas aborder ça sur une seule émission, hein. Mais bon, l'idée c'est quoi? C'est que premier élément aujourd'hui, c'est de regarder de quoi on parle quand on parle de cette élection, de cette collectivité. C'était ça un peu le but de l'exercice, hein, David. Voilà, on a donné beaucoup de chiffres, d'éléments, et c'est une des clés pour réussir, c'est de savoir où on met les pieds, c'est-à-dire comment ça vote, qu'est-ce que la CTG, cette fameuse histoire, il faut comprendre quand même. L'abstention, quand on parle de l'abstention, qui est... Alors, j'ai eu un message aussi qui me fait du coup réagir maintenant. Il faut bien comprendre que l'abstention ne révèle, on voit qu'il y a un problème quand le vote ne se fait pas ou quand il se fait, mais ça révèle, et c'est ce que j'essaye de dire, désintéressement. Pas seulement un désintéressement, mais un problème aussi
structurel. Ça veut dire que certains s'interrogent. Le vote blanc, l'élection elle-même. Il y a un problème sur le scrutin. Y a-t-il un problème sur les scrutins, sur les élections telles qu'elles se tiennent? Voilà. Donc on peut aller très loin. On pourra pas développer. Voilà. Mais on par va pas contre, développer ça. La réflexion de Nicole, elle rajoute derrière pourquoi le vote jusqu'à 75 ans, etc. Juste parce que dans la société, à partir de 75 ans, on ne vous prend plus en considération. Et en vérité, lorsqu'on ne prend plus en considération les aînés, attention, je vous dis, s'il y a un tel taux d'abstention, oubliez les jeunes, hein, parce que les jeunes n'ont jamais vraiment voté. C'est que les anciens ne votent plus non plus. Ah non, mais... On va analyser, on fera une émission là-dessus. Il y a des échantillons dans chaque catégorie. David, il y a des anciens qui votent plus. Mais il y a des jeunes qui votent, et de plus en plus. Non, mais l'abstention, on fait une émission là-dessus. Oui, parce que c'est un sujet qui mérite une émission complète. Et puis, écoute, si tu me permets, parce qu'on a fini. Il te reste 20 secondes. C'est ça. 20 secondes. C'est que, effectivement, il y a plusieurs clés au pluriel de la réussite. Aujourd'hui, il s'agissait effectivement de regarder, mais de quoi on parle quand on parle de la CTG? Parce que même moi, j'avais oublié certaines choses. Et de le rappeler, c'est ce qu'on a fait. Deuxième élément, effectivement, c'est ce que j'ai dit souvent, quand on veut se présenter à une élection face aux personnes, évidemment, il y a des valeurs. Ça, on en parlera aussi. Oui, il faut des valeurs. Mais c'est un sens peut-être dévoyé du mot. Des valeurs, oula, c'est un sujet à lui seul. Mais bon, voilà, c'était un peu l'idée pour bien resituer l'émission qu'on a faite aujourd'hui. Volume 1. Oui, bien sûr. Il y en aura 10 des volumes jusqu'en juin. C'est ça. Donc restez avec nous sur ce genre d'émission. Je sais que vous aimez. Désolé pour les auditeurs. On est obligé de bloquer le standard. Dans quelques instants, les infos d'Edmé Doudi. Merci messieurs. De rien. À plus. Bonjour Edmé. Faire de chaque super pactole une super occasion de se retrouver. Échanger ses infos, ses doutes, ses intuitions. Avoir chacun sa grille mais tous le même espoir de toucher le pactole. C'est ça aussi le pari.